Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan après avoir pris part au sommet sur le financement des économies africaines à Paris. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le chef de l'État ivoirien a été accueilli à l'aéroport d'Abidjan par le Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, accompagné des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ainsi que ceux de la hiérarchie militaire. Son Excellence Alassane Ouattara a fait une déclaration au salon d'honneur de l'aéroport d'Abidjan. Je rentre de Paris où j'ai pris part à l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, au sommet sur le financement des économies africaines le mardi 18 mai 2021. Ce sommet a été précédé d'un dîner d'échange le lundi 17 au soir, qui a duré assez longtemps pour essayer d'évoquer de manière informelle et sans donc vraiment formalité les questions de fond que nous devrions discuter le mardi 18. Au cours du sommet, nous avons examiné plusieurs questions essentielles relatives à la mobilisation des financements importants et innovants en faveur des pays africains pour la vaccination accrue des populations contre la COVID-19 ainsi que pour la relance économique de nos pays. En effet, le Fonds monétaire international estime que jusqu'à 285 milliards de dollars de financement supplémentaire seraient nécessaires aux pays africains sur la période 2021-2025 pour renforcer la réponse à apporter à la pandémie COVID-19. Sans une action collective, le financement et les objectifs du programme de développement durable de l'horizon 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine seraient compromis. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir ensemble pour proposer un plan de soutien financier substantiel pour donner une impulsion à l'économie des pays africains. Dans l'immédiat, la priorité absolue est de vaincre la pandémie. Et à cet égard, certains États, tels que la France, ont décidé de mutualiser leurs efforts pour permettre un accès équitable aux vaccins, aux traitements et aux moyens de diagnostic sûrs et abordables en Afrique. Nous nous proposons d'accélérer en particulier avec le secteur privé la production en Afrique de vaccins et le transfert des droits de propriété intellectuelle ainsi que le savoir-faire. J'ai demandé au Premier ministre de prendre la tâche de la Société financière internationale, la SFI, pour que la Côte d'Ivoire fasse partie des pays qui demanderont à ce que la fabrication du vaccin se fasse en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons que la Côte d'Ivoire, qui a déjà le centre de Grand Bassam, puisse faire partie des pays à sélectionner pour la mise en place de structures pouvant fabriquer donc le vaccin, d'autant plus que nous sommes très avancés et nous avons fait des investissements importants au niveau de l'Institut Pasteur. Plus généralement, la conférence a décidé de mettre l'accent sur le développement du secteur privé, qui est le socle du développement de nos économies. La conférence a appelé à soutenir, comme lors de la crise financière de 2009, l'allocation de droits de tirage spéciaux du FMI d'un montant de 650 milliards de dollars, dont près de 33 milliards pour le continent africain. Nous avons insisté pour qu'il y ait plus de solidarité et surtout que le continent africain puisse bénéficier de montants additionnels et aussi que les discussions puissent se poursuivre pour mettre à la disposition du continent
100 milliards de dollars au lieu de 33, qui seraient prélevés en partie sur les allocations des pays développés qui jouissent d'une situation confortable de réserves de change telles que l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, le Japon et d'autres pays. Enfin, nous nous sommes mis d'accord pour poursuivre l'initiative de suspension de la dette jusqu'à fin 2021. Cette décision, je pense, sera prise au cours des prochaines semaines à l'occasion de la rencontre du G20. Alors, il s'agit d'adopter une approche différenciée et des mécanismes de soutien pour permettre aux pays avec une dette soutenable, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, et un accès aux marchés internationaux de capitaux, de mobiliser des ressources longues et à des taux d'intérêt plus faibles. Les pays africains ont par ailleurs plaidé pour un déficit plus important dans le financement de leur économie pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 et le terrorisme. En prélude au sommet sur le financement des économies africaines, j'ai participé à un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, notamment pour permettre à la Banque ouest africaine de développement de pouvoir avoir accès à une allocation de DTS. J'ai également eu des entretiens avec mes homologues Kaïs Saïed de Tunisie, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Mbandao, président de la transition du Mali, ainsi qu'avec la directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, le directeur général des opérations de la Banque mondiale, M. Axel Van Trosberg, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Mahama Faki. Alors, ces entretiens ont été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays respectifs, ainsi qu'avec, bien évidemment, les institutions de Bretton Woods et la Commission de l'Union africaine, et d'évoquer les questions régionales et internationales. Au cours de mon séjour, j'ai également assisté aux obsèques du président fondateur de Jeune Afrique, M. Béchir Ben Yamed, qui est décédé il y a quelques semaines et qui a apporté une grande contribution au développement de l'Afrique et surtout, je crois, à l'émancipation des jeunes de notre continent. Alors, pour conclure, je peux dire que ce sommet a été un grand succès. Bien sûr, ce sont des promesses pour le moment, non seulement pour notre pays, mais également pour toute l'Afrique, et donne de bonnes perspectives pour accélérer la relance de nos économies. Il a permis aux chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'aux institutions financières internationales de réfléchir ensemble sur la problématique de financement des économies africaines et de proposer des solutions durables et innovantes pour le développement du continent africain. Il y avait au total une vingtaine de pays africains, dont les 5 pays du G5 Sahel. Donc c'était une bonne représentation au niveau donc du continent. Au terme de cette déclaration, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a fermement condamné les incidents qui ont marqué la ville d'Abidjan le 19 mai dernier, avec les attaques et les agressions contre les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Selon des informations compilées par des sources commerciales, le Nigeria peine à vendre ses chargements bruts depuis le début du mois de mai 2021 en raison de l'incapacité de l'Inde à lancer des appels d'offres pour l'achat du liquide inflammable. En effet, l'Inde, qui est l'un des plus gros acheteurs du pétrole nigérian, fait face à une grande vague de contamination au Covid-19 qui affecte sa consommation intérieure. À cette situation de faiblesse de la demande d'un important client traditionnel s'ajoute la rude concurrence entre fournisseurs. Le
problème de l'absence de demande pour le pétrole nigérian coïncide avec le fait que les États-Unis ont exporté beaucoup de pétrole léger qui est en concurrence avec le pétrole nigérian. Pour inverser cette tendance, les vendeurs du pétrole brut nigérian sont à la recherche de nouveaux marchés, notamment en Asie et en Europe. Du côté de l'Asie, cette demande pourrait écouler entre 25 et 28 cargaisons nigérianes invendues au courant du mois de mai 2021. Quant à la demande de l'Europe, les négociants espèrent que celle-ci augmentera car le brut léger de West Texas domine actuellement sur le marché européen. Les revenus nigérians du pétrole et du gaz représentent environ 50% des recettes du gouvernement fédéral et plus de 90% des recettes d'exportation. Même si l'économie mondiale est globalement sur la pente ascendante, les effets du coronavirus continuent de se faire ressentir, en particulier en Inde, avec une incidence importante sur la consommation du pétrole d'après l'agence Ecofin. Le général Wagondo Diomandé s'est entretenu ce jour avec son homologue du Niger afin de soutenir et rassurer la communauté nigérienne, victime de persécutions suite à une vidéo fake news diffusée la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Le sujet principal de cet entretien était la gestion de la crise survenue entre Nigériens et Ivoiriens dans certaines localités en Côte d'Ivoire. Les autorités des deux pays ont déploré cet événement. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du Niger a montré sa satisfaction aux décisions prises par l'État ivoirien, tout en témoignant de la bonne santé des relations fraternelles qui ont toujours existé entre les deux pays. Le président de la République du Niger, son excellent Bazoum Mohamed, a tenu à ce que nous venions pour exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a tout de suite, de façon très prompte, instruit pour que les mesures appropriées soient prises afin non seulement de sécuriser les ressortissants nigériens sur l'ensemble du territoire ivoirien, mais aussi à faire en sorte que des sanctions aient été tout de suite prises à l'encontre de ceux qui ont été à l'origine de ces événements. Nous repartons très réconfortés. La Côte d'Ivoire, environ 40% de la population qui vient de l'extérieur et elle le gère de façon très sage et cela constitue un très bon exemple au niveau africain qui doit inspirer la plupart des autres pays afin que nous vivons en harmonie. Notons qu'un Nigérien âgé de 48 ans a perdu la vie lors de cette altercation. La responsable de la vidéo incitant à la haine a écopé quant à elle à 5 ans de prison et 2 millions de francs CFA d'amende. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Moelle Kombi était encore en visite sur le chantier du complexe sportif d'Olembe après sa dernière visite qui date d'une dizaine de jours seulement. Cette fois-ci, il était en compagnie des émissaires de la Confédération africaine de football en ce jour d'inspection du site du tirage au sort de la CAN Total Cameroun 2021. Ils ont avec lui fait le tour de ce joyau architectural en pleine phase de finition. Samson Adamou, directeur des compétitions de la CAF, au cours de la séance de travail de restitution de la visite de ce complexe sportif, a rappelé l'urgence pour le Cameroun d'achever les travaux dans un délai de 5 mois. Un délai largement accessible au vu des avancées satisfaisantes constatées par le ministre. Il s'est montré ravi du respect du planning des travaux énoncés lors de son dernier passage. Le nombre d'ouvriers est passé de 540 à 788 personnes actives sur le chantier. Pour le patron du sport au Cameroun, même si les stades affichent déjà belle allure, il y a lieu de maintenir le rythme actuel et de redoubler d'efforts afin d'afficher de nouvelles avancées lors de la mission d'inspection des infrastructures sportives programmée pour la fin de la semaine prochaine. Chaque jour, chaque semaine, nous nous rapprochons davantage des objectifs assignés à ce complexe sportif. Et surtout de l'objectif principal qui est celui de l'organisation de la cérémonie d'ouverture et subséquemment de la cérémonie de clôture de la CAN Total Cameroun 2021 dans ce complexe le 9 janvier et le 6 février prochain. Nous avons été frappés par le niveau d'exécution optimal
des recommandations que nous avons eu à faire lors de notre dernière visite. Et le cap est maintenu dans la mesure où nous avons relevé une croissance relativement exponentielle des effectifs d'ouvriers sur le chantier, dans la mesure où nous avons relevé une mobilisation tous azimuts sur l'ensemble des corps de métiers qui sont impliqués dans l'achèvement et les finitions de ce stade. Et nous sommes heureux que les responsables de la CAF en mission au Cameroun pour la préparation avec le COCAN de la cérémonie solennelle de tirage au sort le 25 juin prochain nous aient accompagnés pour prendre également la mesure des évolutions positives et des perspectives enchantantes, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la fonctionnalité et à la disponibilité de cette infrastructure sportive dont le co-contractant, McGill, nous signale qu'en août, il pourra être fonctionnel pour des matchs de niveau nationaux et en octobre pour des matchs de niveau international. Les deux stades annexes, les esplanades ont été coulées. Les pistes d'athlétisme en revêtement de sable et de gravier attendent la couche de bitume préalable au tartan rouge. Dans l'enceinte principale, il se prépare le bétonnage du pavis principal, où les tourniquets présents seront installés progressivement. Pour ce qui est de l'aménagement des façades, le travail se poursuit. À l'aide de nacelles, l'extension des câbles sur lesquels sont fixés les fameux revêtements en peau de pangolin est en cours. Dans l'enceinte du stade, les premiers tests de sonorisation sont positifs. Dans la tribune officielle, les 34 keyboards, les loges officielles, sont en phase d'achèvement. Il ne reste plus que les aménagements et l'ameublement définitif. Selon Stéphane Roussillon, porte-parole de McGill, maître d'œuvre des travaux, il n'y a pas de doute à se faire quant au respect de la date de livraison des travaux de la composante CAN 2021 en novembre prochain. Mieux encore, l'aire de jeu étant déjà exploitable, il prévoit l'accueil des matchs du niveau national en août et des matchs internationaux en octobre. Mais aussi et surtout, la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue pour le 9 janvier prochain. Les Nigériens vivant dans les communautés d'Abobo, d'Adjamé, de Yopougon ont été pris en partie le mercredi 19 et jeudi 20 mai 2021 par une foule incontrôlable suite à un fake news sur les réseaux sociaux montrant une supposée maltraitance des Ivoiriens vivant au Niger. Quelques jours après les incidents, l'heure est à la compassion et au pardon. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, a présenté ce dimanche 23 mai 2021 les condoléances et les excuses à une délégation ministérielle du Niger au nom du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien. Je voudrais vous rassurer que le président de la République, dès les premiers instants, a donné des instructions fermes. D'abord, pour que nos frères et sœurs soient sécurisés et que le calme revienne. Il a demandé que des enquêtes soient diligentées immédiatement afin que les auteurs soient appréhendés et traduits devant les tribunaux. Ce qui a commencé. Fort heureusement, la personne qui est à la base de cet événement malheureux a été appréhendée, condamné déjà à 5 ans de prison ferme et au paiement de 2 millions de francs CFA. Le chef de la délégation ministérielle du Niger a en retour traduit la reconnaissance du chef de l'État nigérien, son Excellence Mohamed Bazoum, à son homologue ivoirien. Nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes les autorités, au niveau préfectoral également. Les dispositions ont été prises au niveau de la police pour sécuriser les ressortissants nigériens qui se sont trouvés dans des situations où ils avaient besoin d'un secours et ils ont obtenu ce secours. Merci, Madame la ministre d'État. Transmettez vraiment toute notre reconnaissance aux Ivoiriens, au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement et à l'ensemble du peuple ivoirien.
Après la rencontre, les deux délégations ont fait le tour dans les domiciles des victimes et dans les lieux des altercations. La ministre d'État Kandia Camara et son ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ont été accueillis à Djamé par une grande foule et ont fait escale dans un garbadrome. Vous voyez, malgré ce qui s'est passé, voici notre frère ici, qui tient encore son garbadrome et qui continue de nourrir ses frères ivoiriens. C'est-à-dire que nous sommes ensemble. Dans le garbadrome de Nassau, voilà, voici Nassau ici, voilà qui nourrit nos populations d'ici. Avec le bon garba que je viens de déguster, je pars avec le reste à la maison. Ça, c'est mon dîner de ce soir. Le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Décentralisation s'est une fois de plus dit satisfait de la prompte réaction des autorités ivoiriennes. Madame la ministre d'État vient de faire un geste d'un symbole extraordinaire. Elle vient de démontrer que le Garba est le symbole aussi de la fraternité entre les Nigériens et les Ivoiriens. C'est la preuve de la solidité de nos relations et qui ont expliqué aussi la promptitude avec laquelle toutes les autorités, les forces de défense et de sécurité ont réagi de telle sorte que on oublie les événements qui viennent se dérouler. Il est à noter que cette rencontre s'est tenue à la mairie de la commune d'Abobo. Après le prix de l'excellence managériale 2020 décerné au premier magistrat municipal de la commune arrondissement de Yaoundé 5e par le collectif des avocats d'investigation le 5 mai dernier, Augustin Bala, le travailleur infatigable de cette commune, a été une fois de plus honoré par le comité consultatif de l'International Community of Excellence pour ses prouesses et son dynamisme dans la gestion des affaires de la mairie dont il a la charge. Nous sommes venus saluer l'approche et la vision managériale de M. Augustin Bala, qui en très peu de temps, avec très peu de moyens, a mené des actions considérables dans cette municipalité. Par cette distinction, nous voulons créer une saine émulation auprès des magistrats municipaux de la sous-région Afrique centrale qui ont beaucoup d'obligations vis-à-vis de la population. À ce que, pour que, n'est-ce pas, ils s'occupent, pour qu'ils honorent leurs engagements, n'est-ce pas, vis-à-vis de cette population qui a des attentes plutôt légitimes à leur endroit. Parlant des critères, je les ai déroulés dans mon mot. Il y a sa proximité avec sa population, sa rigueur dans la gestion des ressources de cette municipalité, la sérénité dans le traitement des dossiers et puis l'amélioration du service public rendu aux usagers du service public de cette mairie. Il a reçu ce 24 mai le prix sous-régional des meilleures pratiques communales 2020. Un prix qui vient saluer les efforts du maire de la commune arrondissement de Yaoundé 5e dans la meilleure incarnation de la morale publique, du leadership dans la réalisation du développement, de l'implémentation de la décentralisation, de la lutte contre l'insalubrité et du désordre urbain. Face à cette nouvelle distinction internationale à son endroit, Augustin Bala s'est montré très heureux. Je me dois de dire merci sincèrement à ce jury international qui a siégé depuis octobre 2020 à N'Djamena au Tchad. Je pense que c'est un message qui m'est adressé pour m'encourager à aller de l'avant, pour continuer d'être au service de la population de Yaoundé 5 nuit et jour, et sous la pluie et sous le soleil. Je pense également que c'est une invite à plus d'ardeur au travail, en direction du maire que je suis, mais aussi en direction de mes collaborateurs, que sont mes adjoints et le personnel de la commune. Les efforts d'un maire à Yaoundé sont déjà reconnus au-delà des frontières. C'est un prix sous-régional et vous avez vu un cadeau venant de RCA. Donc je pense que c'est un message qui me va droit au cœur et qui me galvanise à aller de l'avant dans le sens que j'ai déjà engagé, sur la voie que j'ai déjà commencé, par des actions concrètes, par une présence quotidienne
auprès de mes populations que je me dois de servir avec abnégation et probité morale pour l'intérêt de l'ensemble de la population de ma commune. Cette reconnaissance survient pour le rappeler après une longue période de dur labeur, notamment les initiatives de ville propre, l'aménagement des différents tronçons routiers de la commune, pour ne citer que cela. L'excellent maire Augustin Bala n'est plus que jamais motivé à œuvrer davantage afin de faire de la commune de Yaoundé 5e la commune la plus attrayante de la cité capitale. 35 millions de francs CFA, c'est le montant de la cagnotte attribuée aux différents clubs de football du championnat local par la communauté urbaine de Yaoundé dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Yaoundé. Une cérémonie présidée par le maire de la ville, Luc Messi Atangana, en présence de l'ambassadeur itinérant du football, son excellence Roger Miela, et de plusieurs responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique ainsi que des élus de la ville. Le canon sportif de Yaoundé et Tonnerre Kalara Club, engagés au championnat Elite One, ont reçu chacun 10 millions de francs CFA contre 7 500 000 francs pour le Dragon Club et Yaoundé 2 FC. Pour le super maire, cet appui de la mairie de Yaoundé adressé au club témoigne de l'attachement que la ville porte à ses héros et rentre dans la vision de la communauté urbaine de Yaoundé, celle de promouvoir les valeurs du mérite. Yaoundé reste nostalgique des épopées glorieuses de ses clubs et rêve de les revoir au sommet du football camerounais et même africain. C'est dans ce cadre que Luc Messi Atangana, en coordination avec les maires des 7 autres communes de la capitale, a inscrit cet appui de 35 millions de francs CFA accordé à ces différents clubs de légende. Un geste qui n'a pas laissé indifférents les présidents des clubs. De profonde gratitude à l'endroit de monsieur le maire de la ville. C'est un appui substantiel qui intervient dans un contexte extrêmement difficile. Le championnat se joue sans public. Or, vous savez que le public, c'est une source de recettes. Il est maintenant de notre responsabilité d'en faire une utilisation judicieuse et aussi de faire en sorte que cet appui soit un facteur de performance pour les équipes de la capitale. Nous venons de recevoir de la part du maire de la ville un important cadeau, un appui financier de 7,5 millions. En ma qualité de président de Dragon Club de Yaoundé, je lui dis grandement merci parce que c'est un appui énorme pour nous. Nous étions dans un environnement très difficile jusque-là. Ça va nous permettre de rattraper le retard accusé au niveau des salaires des enfants. Ça va permettre qu'on puisse participer à leur récupération active afin qu'ils boostent, n'est-ce pas, leur performance sur le terrain. On a besoin d'engranger de bons résultats pour que lorsque nous aurons encore une occasion de venir voir le super maire, qu'on lui dise, monsieur le maire, ce que vous nous avez donné nous a aidés et on est devenu plus fort. Canon sportif de Yaoundé, Tonnerre Kalara Club, Dragon Club de Yaoundé et Yaoundé 2 FC, tous des clubs de la capitale camerounaise, ont de quoi désormais renflouer leur caisse afin de se rendre encore plus compétitifs lors des prochaines compétitions. Ils font partie de ceux qui ont eu le mérite de bénéficier de la confiance du chef de l'État, chef des armées et des travailleurs, à travers le décret du 21 avril 2021 portant promotion ou nomination dans l'ordre du mérite camerounais au titre de la fête nationale du 20 mai. La cour d'honneur de l'hôtel de ville de Yaoundé a été spécialement parée pour abriter la cérémonie de décoration des officiers de différents ordres. Cérémonie présidée par le gouverneur de la région du centre, Nassiri Paul Béa, et tenue en présence de plusieurs autorités de la cité capitale. Par vague, les récipiendaires ont reçu leur médaille des mains du gouverneur et du préfet de la ville. Le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e, Jacques Joki Onana, a accroché une nouvelle corde à son art, aux côtés des autres distinctions honorifiques. Il a été fait chevalier de l'ordre de la valeur, de même que madame Hermine John Nassiri Béa, par ailleurs épouse du gouverneur. Les autres, quant à eux, ont été promus au rang d'officier ou de chevalier du mérite camerounais. D'autres, par ailleurs, ont reçu des médailles de la force publique et du mérite sportif. Pour les récipiendaires, cette distinction constitue une motivation supplémentaire pour mieux accomplir leurs devoirs. Je voudrais sincèrement remercier Dieu Tout-Puissant et puis le président de la République qui a bien voulu, à travers ses collaborateurs, me décerner cette médaille qui m'honore et moi et toute l'administration pour laquelle je suis de service depuis bientôt plus de 20 ans. Je suis particulièrement gai et honoré pour
cette cérémonie, cette belle cérémonie, et je perçois ça comme une invite à aller de l'avant. Et je le promets au peuple camerounais. Le gouverneur, quant à lui, n'a pas manqué de témoigner de sa gratitude en faveur du chef de l'État. Au chef de l'État, pour avoir gratifié notre région avec beaucoup de médailles, beaucoup de décorés et des personnalités de qualité. Nous demandons à ces personnalités de continuer de mériter la confiance du chef d'État en travaillant toujours. Et pour ceux qui n'ont pas été décorés, de continuer à travailler et que l'année prochaine peut être la meilleure. La cérémonie s'est achevée par une parade militaire en honneur des nouveaux chevaliers dans le respect des mesures barrières. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, a présidé à Yaoundé la 5e session du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre d'un nouveau système de gestion intégré des personnels de l'État et de la solde. Cérémonie tenue en présence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, des membres du gouvernement et du cabinet civil. Durant cette 5e session du comité interministériel, le patron de la Fonction publique et de la Réforme administrative a rendu son verdict. Désormais, la mise en œuvre du nouveau système de gestion intégré des personnels de l'État et de la solde, CJPES2, se fera avec la Société de l'informatique de management et de communication, l'entreprise tunisienne. L'entreprise camerounaise Afritech, quant à elle, s'occupera de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Telle est la décision qui a été rendue publique ce jour par le président du comité interministériel chargé de l'assistance, du prestataire, du suivi et du contrôle du projet CJPES2. En effet, cette entreprise tunisienne investit depuis 35 ans déjà dans le domaine des systèmes informatiques pour la transformation digitale des administrations publiques et des entreprises privées. C'est une société qui dispose d'une solution unique pour la gestion de la paix et des ressources humaines dénommée OpenPRH, solution multilingue garantissant la sécurité en temps réel et intègre de manière naturelle la biométrie. La CIMAC a donc 2 ans pour réaliser ce CJPES2. Le maître d'ouvrage dispose quant à lui de 12 mois supplémentaires pour s'assurer de la fiabilité de ce projet. Les travaux de cette autre session du comité interministériel se sont achevés avec l'adoption du plan d'action 2021. Comme un goût de déjà-vu, très exactement à 11h37, la télévision nationale annonce un flash spécial, la lecture du communiqué du vice-président de la transition par son conseiller. Dans les démarches de constitution d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre, nouvellement reconduit, a établi une liste en accord avec le président de la transition, sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée de sabotage de la transition. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien, ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Au demeurant, le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022. Le président Ba Ndao et son premier ministre Mokhtar Ouane sont déchus. Il leur est officiellement reproché d'avoir formé un gouvernement sans consulter le colonel Assimi Goïta, l'actuel vice-président du Mali, qui était en charge de la défense et de la sécurité. C'est aussi lui qui était l'ex-chef de la junte militaire qui avait renversé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Le coup de force s'est produit ce lundi 24 mai 2021. Les militaires débarquent chez les deux hommes. Le président Ba Ndao
Ndao et son premier ministre Mokhtar Wane seraient détenus dans un camp militaire de Kati. C'est à cet endroit que l'ancien président Ibeka avait été amené en août 2020 par les hommes du colonel Pouchis pour annoncer sa démission. Pour une partie de la population, il s'agit bien d'un coup d'État. Assez pour la langue serpentine. Optons pour le calme. Choisissons un président. Laissons les militaires présider. On en a marre de ces arrestations incessantes des militaires. Ils s'attaquent aux personnes, soit c'est pour les tuer, soit c'est pour les arrêter et on ne sait jamais pourquoi. Je ne suis pas contre ces arrestations car nous soutenons les militaires. C'est à la population de les laisser faire leur travail. Que vont devenir le président malien et son premier ministre? De nouveaux dirigeants de transition vont-ils être nommés? Pour l'instant, aucune réponse. Le colonel Assimi Goïta a juste confirmé la tenue des élections présidentielles et législatives en 2022. Ils font partie de ceux qui ont eu le mérite de bénéficier de la confiance du chef de l'État, chef des armées et des travailleurs, à travers le décret du 21 avril 2021 portant promotion ou nomination dans l'ordre du mérite camerounais au titre de la fête nationale du 20 mai. La cour d'honneur de l'hôtel de ville de Yaoundé a été spécialement parée pour abriter la cérémonie de décoration des officiers de différents ordres. Cérémonie présidée par le gouverneur de la région du centre, Nassiri Paul Béa, et tenue en présence de plusieurs autorités de la cité capitale. Par vague, les récipiendaires ont reçu leur médaille des mains du gouverneur et du préfet de la ville. Le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e, Jacques Joki Onana, a accroché une nouvelle corde à son art, aux côtés des autres distinctions honorifiques. Il a été fait chevalier de l'ordre de la valeur, de même que madame Hermine John Nassiri Béa, par ailleurs épouse du gouverneur. Les autres, quant à eux, ont été promus au rang d'officier ou de chevalier du mérite camerounais. D'autres, par ailleurs, ont reçu des médailles de la force publique et du mérite sportif. Pour les récipiendaires, cette distinction constitue une motivation supplémentaire pour mieux accomplir leurs devoirs. Je voudrais sincèrement remercier Dieu Tout-Puissant et puis le président de la République qui a bien voulu, à travers ses collaborateurs, me décerner cette médaille qui m'honore et moi et toute l'administration pour laquelle je suis de service depuis bientôt plus de 20 ans. Je suis particulièrement gai et honoré pour cette cérémonie, cette belle cérémonie, et je perçois ça comme une invite à aller de l'avant. Et je le promets au peuple camerounais. Le gouverneur, quant à lui, n'a pas manqué de témoigner de sa gratitude en faveur du chef de l'État. Au chef de l'État, pour avoir gratifié notre région avec beaucoup de médailles, beaucoup de décorés et des personnalités de qualité. Nous demandons à ces personnalités de continuer de mériter la confiance du chef d'État en travaillant toujours. Et pour ceux qui n'ont pas été décorés, de continuer à travailler et que l'année prochaine peut être la meilleure. La cérémonie s'est achevée par une parade militaire en honneur des nouveaux chevaliers dans le respect des mesures barrières. L'État africain à l'épreuve de la pandémie de Covid-19. L'impératif du renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles de la sécurité humaine pour la résilience, l'autonomie, l'anticipation et la réponse des systèmes dédiés. C'est le thème de la conférence internationale organisée par l'EIFOR ces 27 et 28 mai 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé. Cette conférence placée sous l'égide du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, président du conseil d'administration de l'École internationale des forces de sécurité, qui connaît la présence des différents acteurs et décideurs nationaux et internationaux, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus avec comme partenaire stratégique le Japon et le Programme des Nations Unies pour le développement. Si la pandémie de Covid-19 est au centre des préoccupations dans l'agenda international, elle devra l'être davantage pour le continent africain en général et pour le Cameroun en particulier, au regard des conséquences de cette maladie tant sur la vie humaine que sur la situation économique des États africains avec la fermeture des frontières, a précisé Yves-Landry Gallas Etoga, représentant du ministre délégué à la présidence chargé de la défense à l'ouverture des débats. Pendant les échanges, les différents participants ont épilogué sur les grands défis pour les systèmes de santé africains face au Covid-19 et sur les moyens à mettre en jeu pour un Cameroun post-Covid. Pour André Patrice Bitoté, directeur général de l'École internationale des forces de sécurité, cette conférence entend souligner le rôle des décideurs politiques dans la définition des moyens de lutte contre la maladie
et susciter la prise en compte par les États africains des enjeux et défis de la gouvernance et de la sécurité humaine comme une nouvelle vision de référence de politique publique de sécurité. La conférence qui s'ouvre aujourd'hui à Yaoundé, capitale du Cameroun, s'inscrit dans le cadre des activités de recherche de l'EIFORCE, Centre d'excellence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Union africaine. Par cette conférence, l'EIFORCE entend ainsi souligner le rôle des décideurs politiques dans la définition des politiques et stratégies liées à la lutte contre la Covid-19, point focal de cette conférence internationale. Maître d'œuvre de cette conférence, le Centre de recherche et de documentation de l'EIFORCE a, entre autres, la charge de la veille stratégique et informationnelle, corroborant le rôle de cette école comme instrument de politique publique de l'État et de la communauté internationale dans le domaine de la sécurité globale. C'est dans cette optique que l'EIFORCE, de concert avec le Japon via le PNUD, a trouvé pertinent d'organiser cette rencontre scientifique eu égard à sa contemporanéité et plus particulièrement aux menaces posées par la Covid-19 à la sécurité humaine. À l'issue de ces 2 jours d'une haute portée scientifique et professionnelle et qui s'annonce certainement riche en expérience, la réflexion menée pourrait enrichir l'élaboration d'une stratégie globale au Cameroun et dans la sous-région de l'Afrique centrale. En effet, à travers cette conférence internationale, l'EIFORCE entend susciter la prise en compte par les États africains des enjeux et défis de la gouvernance de la sécurité humaine comme nouvelle vision référentielle des politiques publiques de sécurité. En outre, tenant compte des effets transversaux de la Covid-19 sur les différents aspects de la vie sociale et étatique, l'organisation de cette conférence trouve sa pertinence et sa justification dans un contexte fortement marqué par les conséquences multisectorielles de la pandémie. Le Japon, représenté par son ambassadeur au Cameroun, Cho Jun-Yu, en accord avec le programme des Nations Unies pour le développement, entend de conjuguer leurs efforts à travers l'EIFORCE pour soutenir l'État du Cameroun à mieux lutter contre la pandémie et instaurer une politique post-Covid. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.